Donc, merci de votre présence et puis merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis donc chercheur dans une équipe qui travaille sur l'adaptation des forêts méditerranéennes aux grands changements qu'on connaît actuellement, les changements environnementaux. Et je travaille dans une équipe qui s'intéresse aux interactions entre les arbres et les insectes. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Interaction arbre-insecte face au changement global ». Donc, je vais aborder justement ce qui se passe entre les arbres et les insectes dans deux grandes contraintes environnementales qu'on connaît tous maintenant, c'est-à-dire le changement climatique et puis les invasions biologiques. Alors mon propos ne sera pas clairement orienté vers les scolites de l'épicéa, couperase ou pas couperase, ce n'est pas ce qu'on m'avait demandé. Moi, je vais vous parler des grandes questions, des grandes dynamiques écologiques que la recherche aborde actuellement dans le domaine forestier, notamment dans le domaine des interactions entre les plantes et les insectes phytophages. Voilà. Donc je vais commencer par quelques grandes généralités. Alors, on s'intéresse aux interactions entre les plantes et les insectes, parce que finalement, les plantes et les insectes, c'est les groupes d'organismes qui présentent le plus grand nombre d'espèces connues actuellement. Donc, il y a un très fort intérêt d'étudier ces interactions. Elles peuvent être de différents types. Il y a des interactions antagonistes, quand les insectes consomment des parties de la plante, comme les insectes phytophages, et c'est ce qui va nous intéresser dans cet exposé. Et puis, il y a les interactions qui sont plutôt de type mutualiste, où il y a un échange à bénéfice réciproque entre la plante et l'insecte. Donc typiquement, l'exemple, c'est les insectes pollinisateurs qui vont favoriser les plantes. Et la plante, en retour, va favoriser les pollinisateurs. Donc moi, mon propos va se focaliser sur plutôt les antagonistes et les phytophages, qui ont développé au cours de leur évolution, dans tous les systèmes d'interaction plante-insecte, avec un très large panel d'interactions possibles. Il y a des interactions de type hôte-parasite, des interactions de type proie-prédateur. Il y a des modes de vie des insectes qui sont exophytes, donc plutôt ils interagissent avec les plantes de l'extérieur, et puis certains insectes ont des modes de vie endophytes, donc plutôt à l'intérieur des plantes. Donc ça génère des types d'interactions particulières et qui vont être différentes sur les organismes. Et puis il y a des guildes variées, c'est-à-dire qu'il y a des modes de vie qui sont très diversifiés parce que les insectes vont s'intéresser à différentes parties de la plante ou à différentes parties de l'année. Donc en fait, ça génère vraiment plein de stratégies différentes d'évolution entre les insectes et les plantes. Et du coup, ces interactions-là, dans ces deux grands groupes très importants, ça génère d'importants enjeux sur le plan écologique, sur le plan évolutif, pour l'évolution dans le temps de ces interactions. Et puis ça pose des enjeux de conservation, quand les plantes ou les insectes sont menacés, ça pose des problèmes de conservation. Et puis des enjeux évidemment économiques, quand les interactions des plantes avec les insectes interfèrent avec les intérêts humains, notamment sur des plantes qui sont exploitées pour l'économie. Donc je vais rien vous apprendre ici, mais globalement, les insectes et la forêt, il y a des points de vue qui sont relativement anthropocentriques. C'est-à-dire que les insectes forestiers, ils peuvent être vus, les insectes phytophages, ils peuvent être vus comme étant bénéfiques, ils peuvent être vus comme étant ravageurs quand ils interfèrent avec les activités économiques. Et puis, ils peuvent être anodins, c'est-à-dire qu'on ne leur attribue pas forcément un impact qu'on juge néfaste pour nos activités de loisirs ou de production, etc. Donc en fait, cette perception des insectes phytophages dans la forêt, ça dépend vraiment de la façon dont ils vont affecter la forêt et les conséquences de leur activité sur les services écosystémiques que la forêt rend à l'homme. Donc ça, c'est pour dire que certains voient les scolites comme un élément naturel qui participe à la dynamique de l'écosystème forestier, et puis d'autres voient ça comme une contrainte, puisque ça pose des problèmes par rapport à la production de bois ou d'autres systèmes. Donc très rapidement, les insectes forestiers phytophages, on les classe en 6 grandes guildes trophiques, c'est-à-dire liées à leur mode d'alimentation. Donc il y a les insectes qui sont défoliateurs, comme il y a les chenilles de la processionnaire du chêne, là, en photo, qui sont des insectes qui vont se nourrir exclusivement des feuilles ou des aiguilles, des feuilles des arbres. Il y a les insectes sous-corticaux, comme les scolites, qui se développent sous l'écorce, dans le bois vivant, en fait, dans l'épaisseur du phloème, et qui vont creuser des galeries et se nourrir des vaisseaux conducteurs. Qui sont sous l'écorce. Il y a les insectes foreurs, comme les capricornes par exemple, qui eux en fait vont aller jusque dans le bois vivant et bois mort, et qui vont creuser des galeries de façon vraiment transversale dans le tronc. Il y a les insectes piqueurs-suceurs, comme on voit ici, les pucerons, qui vont donc eux en fait ont des pièces buccales qui leur permettent d'aspirer le contenu des cellules de la plante. Et puis il y a les insectes de type galigène, donc ils forment des galles. En fait, ils exploitent, ils créent des mini-tumeurs. En fait, ils balancent des hormones qui ressemblent à des hormones végétales, ce qui fait que la plante, elle croit qu'elle va avoir une croissance cellulaire, elle va former ces espèces de boules. Et l'insecte est au milieu, et en fait, comme il y a une prolifération de cellules végétales, la plante envoie plein de ressources,
parce que les cellules sont en croissance. Et en fait, l'insecte récupère ces ressources qui affluent ici. Et puis enfin, il y a les insectes qui sont spécialistes des structures reproductrices des arbres, c'est-à-dire qu'ils vont être spécialisés sur les fruits, sur les graines, ou sur des parties comme les bourgeons, le pollen, etc. Donc vous voyez, en fait, il y a vraiment une très grande diversification d'interactions possibles entre les insectes forestiers et les plantes, qui résulte vraiment d'une histoire longue d'évolution et de la très grande diversité de niches écologiques qu'offre un arbre pour les insectes. Alors, quand on s'intéresse justement à ces interactions et aux dynamiques d'insectes dans les systèmes naturels, en fait, on observe que généralement, c'est le cas de quasiment tous les organismes, mais les populations, globalement, elles sont fluctuantes. C'est-à-dire qu'on va avoir des années, comme ici, alors vous avez un exemple de fluctuation, comme ça, où dans le temps, il y a des pics d'abondance et puis des creux qui reflètent, en général, ça peut être la disponibilité en ressources ou les conditions du climat. Et puis, on a des fluctuations qui peuvent être, à ce moment-là, très cycliques, comme ici, la tordeuse de l'épinette au Canada, où on voit, périodiquement, en fait, il y a des pics tous les 10 ans, il y a des pullulations d'insectes, et puis tous les 10 ans, il y a des phases où on voit quasiment aucun insecte dans la nature. Et en fait, classiquement, quand on étudie la biologie des populations d'insectes, on considère que c'est un effet de l'environnement. Donc ce qui va jouer sur ces fluctuations, c'est des facteurs biotiques, donc des facteurs biologiques. Donc ça va être la présence ou pas de ressources alimentaires, la présence de congénères qui peuvent être des compétiteurs, ou d'autres espèces qui vont être en compétition pour la même ressource. Il va y avoir des espèces qui vont faciliter l'exploitation de la plante par une autre espèce, et puis il y a les insectes prédateurs qui vont consommer ces insectes. Donc des modulations de tous ces facteurs biotiques peuvent moduler les populations d'insectes sur le plan démographique. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs plutôt abiotiques, donc des facteurs physiques de l'environnement. Donc là, dans ça, on inclut les conditions climatiques, on inclut la chimie, typiquement un insecte qui est dans un environnement dans lequel on a pulvérisé l'insecticide, la chimie de l'environnement change, et là il va y avoir toxicité ou résistance, mais ça va influer sur la survie, la démographie des insectes. Et puis il y a des facteurs de topographie qui vont avoir une action indirecte sur le climat. Il y a des insectes qu'on va retrouver plutôt en altitude et d'autres plutôt en plaine. Donc vous voyez, pour étudier la relation des insectes, la dynamique des insectes en lien avec les plantes, ça nécessite d'aborder les facteurs de l'environnement qui sont susceptibles d'influer sur la démographie des insectes et donc par conséquent sur la plante. Donc là, dans les grands composants du changement global dont je vais parler aujourd'hui, qui sont les invasions biologiques et les changements climatiques, on voit qu'en fait, les invasions, elles vont agir essentiellement sur les composantes biotiques, puisque une invasion biologique, c'est l'introduction d'une ou plusieurs espèces dans un nouvel environnement. Donc ça va modifier, si cette espèce elle va consommer les mêmes ressources, ça va générer peut-être de la compétition. Elle peut aussi faciliter la vie des espèces qui sont natives. Ou alors, une invasion, en fait, peut être une invasion par un prédateur qui va consommer des insectes qui sont dans l'environnement qui reçoit l'invasion. Et puis, évidemment, le changement climatique, lui, ça va plutôt influer sur les facteurs abiotiques, les facteurs physiques de l'environnement de l'insecte. Et donc, avec des modifications de climat, on peut s'attendre à des modifications de la démographie et de la dynamique des populations d'insectes. Donc, je vais commencer par aborder les interactions entre les arbres, les insectes et le climat à travers une série de quelques concepts de base et puis quelques exemples, notamment à travers les scolites. Alors, changement climatique, je ne vous apprends rien. Il y a des observations, il y a des prédictions. Alors là, j'ai mis quelques chiffres, par exemple pour le climat méditerranéen, parce que je travaille sur les forêts méditerranéennes. On observe déjà que depuis 1860, on atteint presque 1 degré en température moyenne annuelle en plus. Il y a une baisse de précipitations annuelles. Et puis, on a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur et des vagues de sécheresse. Et puis, dans les prédictions, pour le climat méditerranéen, on s'attend selon les scénarios climatiques à des augmentations jusqu'à 9 degrés de température annuelle, des baisses jusqu'à 25%. Donc, c'est vraiment les pires scénarios, mais ça donne la gamme des valeurs. Jusqu'à 25% de précipitations en moins. Et puis, ça peut affecter également les réservoirs en eau du sol, où là, on voit qu'avec le scénario le plus pessimiste, on a une baisse de la disponibilité en eau au cours de la saison par rapport à des scénarios plus optimistes. Donc, il y a les observations, les prédictions. Donc, on voit déjà, dans l'environnement abiotique, il y a des changements qui sont déjà là, l'environnement abiotique des insectes. Et donc, en fait, ces changements du climat, comme les plantes et les insectes, ils sont très fortement liés aux conditions climatiques. Une plante va pousser plus vite à des températures plus chaudes et les insectes vont se développer plus vite à des températures plus chaudes, par exemple. Donc, cette modification du climat va avoir des conséquences physiologiques pour les arbres et pour les insectes. Donc, on peut s'attendre à ce que si on modifie le climat, ça va modifier les interactions entre les arbres et les insectes.
Alors quand on s'intéresse à ça, et c'est en partie les travaux de notre équipe, je vous montre ce schéma pour montrer que c'est vraiment quelque chose de complexe quand on veut intégrer tous ces paramètres. Biocénose, tout le monde connaît ce terme, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans la forêt, donc ça inclut plantes et insectes. Donc il y a vraiment une complexité des interactions avec les facteurs de l'environnement, parce que les changements climatiques, par des modifications du CO2, de précipitation, une augmentation de la fréquence des feux ou des températures, il va y avoir des effets directs sur des caractéristiques de la forêt. On peut avoir des modifications de la productivité, de la mortalité, ou des changements du régime de reproduction, ou alors de la phénologie, qui peut changer avec le climat. Donc là, le climat, effet direct sur les plantes. Le climat a également des effets directs sur les communautés d'insectes, puisque les insectes sont sensibles pour leur développement ou leur survie aux conditions du climat. Donc le climat va influencer directement la physiologie et l'écologie des insectes. Et puis le climat va avoir des effets indirects sur les populations d'insectes par les effets directs que le climat a sur la plante. C'est-à-dire que si le climat affecte directement, je ne sais pas, par exemple, la santé de l'arbre, ces modifications caractéristiques de l'arbre à cause du climat va indirectement peut-être favoriser ou défavoriser les populations d'insectes. Et puis le climat peut aussi, en affectant peut-être des prédateurs ou des compétiteurs, peut affecter indirectement l'écologie ou la dynamique d'une espèce donnée d'insectes. Et à cela s'ajoutent les effets indirects du changement climatique sur les plantes à travers les effets directs que le climat a sur les insectes. C'est-à-dire si le climat favorise l'abondance d'une espèce d'insectes, les changements d'abondance, de phénologie ou de distribution des populations d'insectes vont affecter en retour les populations de la plante dont se nourrissent les insectes. Donc tout ça pour montrer que voilà, il y a vraiment une multitude de sens à prendre en compte. On a des effets directs, des effets indirects et des effets positifs et peut-être négatifs. Voilà. Donc je vais aborder quelques exemples de la réponse de l'effet direct du climat sur la biologie des insectes. En fait, on observe déjà ces effets directs du changement climatique. Là, je vais juste me concentrer sur les aspects abondance parce que c'est ce qui nous préoccupe quand on est face à des insectes qu'on estime être des ravageurs pour une forêt. On s'inquiète beaucoup à l'évolution du nombre des insectes puisque ça va conditionner souvent les dégâts en fait, que vont occasionner les insectes. Donc ce qu'on observe déjà, c'est quand on réchauffe le climat, on a une réponse du voltinisme, c'est-à-dire du nombre de générations que vont faire les insectes par an, à une augmentation de la température. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus les insectes, comme leur vitesse de développement est directement corrélée à la quantité d'énergie thermique présente dans l'environnement, c'est des animaux à sang froid, et plus il fait chaud, plus ça va vite pour leur métabolisme. Donc plus il fait chaud, plus ils se développent vite. Et ce qui fait que si pour une même durée, on a plus de chaleur, le cycle va être accéléré et on peut avoir une augmentation du nombre de générations par an. Et ça, on l'observe par exemple en comparant pour des mêmes espèces, des populations qui vivent plutôt au nord de l'Europe et des espèces et pour la même espèce, des populations qui vivent au sud de l'Europe. Et pour certains scolides comme Orthotomycus erosus, dans les populations du nord, on n'observe que 2 générations par an, alors que dans les populations du sud, en Grèce, en Italie, on peut avoir jusqu'à 6 à 7 générations par an. Et ça, c'est juste parce que il fait plus chaud dans le sud, donc ça booste le cycle biologique des insectes. Donc vous imaginez qu'en termes de démographie, la démographie des populations du nord d'Orthotomycus vont être complètement différentes, si on regarde à l'échelle d'une année, par rapport aux populations du sud, où il peut y avoir 6 générations par an. D'accord. Et puis dans une autre espèce, l'illésine du pin, un scolite qui est plutôt sur le pin d'Alep, un réchauffement du climat, souvent, c'est associé notamment en Méditerranée à des hivers plus doux. Et en fait, comme c'est une espèce qui se développe aussi l'hiver, s'il fait plus doux l'hiver, le développement il est accéléré pendant l'hiver et il peut faire plus de générations pendant l'hiver. Donc là, c'est vraiment l'effet direct de l'augmentation de la température sur le cycle des insectes. Et ça pose des problèmes puisque si on a des variations d'abondance à cause du changement du climat, si on est sur des espèces qui ont un impact économique, avec le changement climatique, on a une augmentation du risque entomologique puisque la croissance démographique peut faire en sorte que les arbres, ils sont capables de défendre un certain nombre d'insectes, physiologiquement, constitutivement, mais si cette population d'insectes est complètement boostée par le climat, les arbres n'ont peut-être plus les moyens de lutter contre plus d'insectes. Donc là, ça pose des problèmes, ça peut augmenter, ça peut causer des dégâts plus sévères pour des espèces d'insectes qui sont natives, indigènes. On a des espèces aussi qui, auparavant, étaient plutôt insignifiantes, on n'observait pas de dégâts significatifs. Parce que leur démographie est boostée, d'un coup, on voit apparaître des ravageurs qu'on ne connaissait pas avant. Ravageurs sous-entendu dommages avec interaction avec l'économie. Et puis,
également, en lien, j'en parlerai avec les invasions biologiques, ben, des climats plus doux peuvent favoriser la survie d'espèces exotiques qui sont introduites par erreur, qui avant, ben, il y avait peut-être des introductions, mais le climat ne les faisait pas survivre. Et maintenant, avec le réchauffement du climat, ben, il y a des insectes qui sont introduits et qui peuvent survivre la première année et donc fonder des populations. Alors il y a quand même aussi, on peut aussi observer des effets défavorables du changement climatique sur la physiologie des insectes. Alors on a vu que ben, effectivement, si on augmente les populations, comme souvent la ressource peut être finie, hein, limitée, ben, en fait ça va augmenter la compétition intra, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même espèce, et puis interspécifique, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs espèces qui vont exploiter la même plante. Donc si les populations augmentent et qu'il y a toujours la même ressource, ben, au bout d'un moment, ça va être un cul-de-sac démographique, et on va avoir, là on voit que chez cette espèce de scolite, ben, plus la densité de femelles qui exploitent une même plante augmente, plus la fécondité individuelle des femelles diminue. Donc on va avoir des phases de croissance de population, et après avec des mécanismes de compétition, eh ben, on va avoir une phase de décroissance. Et c'est en partie ce qui peut expliquer les fluctuations que je vous ai montrées au début. Et puis par exemple, la processionnaire du pin, je ne sais pas si vous n'en avez pas en Ardennes, si. Vous avez celle du chêne probablement. Donc sur le pin, en fait, on se rend compte que ben, les hivers sont plus doux. Donc comme ce sont des larves elle a un cycle où les larves se développent l'hiver, la procession du pin. C'est pour ça qu'elles font les nids en fait dans les arbres, c'est pour se protéger du froid. Et en fait, les hivers plus doux font que le développement larvaire, ben, il est accéléré parce qu'il y a plus d'énergie thermique dans l'environnement. Et ce qui fait qu'ils arrivent, leur cycle est décalé, il est plus précoce. Donc en fait, les larves, en fait, elles se développent dans les nids l'hiver. Et puis après, quand elles arrivent à un stade le plus avancé, elles font une pause. D'accord ? Ça s'appelle la diapause. Et puis après, elles marquent un temps d'arrêt dans le développement qui peut durer 2 mois. Et puis après, elles reprennent leur développement pour avoir une éclosion, l'émergence des papillons qui vont aller pondre une nouvelle génération sur les aiguilles. Et donc en fait, si le développement larvaire il est accéléré pendant l'hiver, les pontes vont avoir lieu plus tôt dans la saison. Et ce qui fait que quand les œufs après vont éclore, les petites larves vont se balader sur les aiguilles. Et si c'est plus précoce, les œufs vont être exposés à des températures plus extrêmes pendant l'été. Parce que normalement, le cycle, si les larves se développent plus tardivement, les jeunes larves arrivent plutôt à la fin de l'été. Et donc si le cycle il a avancé, ben en fait elles vont arriver plutôt au mois d'août. Et là, elles peuvent se prendre des vagues de chaleur. Et là, ça peut les tuer parce qu'elles ne sont pas résistantes à la chaleur. Donc là, s'il y a un hiver plus doux, ça avance le cycle et ça expose les larves qui normalement ne sont pas exposées à des fortes chaleurs. Ça les expose à des fortes chaleurs. Donc on peut avoir des mortalités massives à cause du changement climatique pour la processionnaire. Et puis juste un exemple d'effet indirect du changement climatique sur les populations d'insectes, où là, je vous ai dit que bon, le climat peut booster la démographie, donc c'est plutôt favorable, mais les insectes, ils ont besoin de plantes pour se nourrir. Et en fait, indirectement, des sécheresses peuvent conduire à des défoliations. Et là, c'est la réponse de la plante au climat et non pas à l'insecte. Et en fait, ces défoliations peuvent avoir un impact négatif pour les insectes qui se nourrissent des feuilles. Donc dans ces cas-là, en fait, là, c'est illustré dans cette étude où en fait, ils ont comparé à différentes latitudes l'évolution du pourcentage de défoliation au cours du temps. Et donc on voit que c'est plutôt dans le sud que la défoliation en réponse aux sécheresses augmente, alors que dans les zones plus tempérées, il n'y a pas d'effet, en fait, il n'y a pas de réchauffement sur la défoliation. Et bien en fait, ils ont montré également que finalement, dans les zones où il y a de la défoliation, les arbres qui sont affectés par les insectes, la proportion d'arbres qui sont affectés par les insectes est inférieure à la proportion des arbres qui sont affectés juste par la défoliation par la sécheresse. Donc là, la sécheresse a un impact plus fort sur les arbres que peuvent avoir les insectes sur les arbres. Excusez-moi, il faut bien comprendre. Ça concerne la courbe C, c'est ça? Non, là c'est un différencié. Ouais, c'est vrai que les couleurs de leur article sont un peu trompeuses. Là, c'est juste pour différencier. Là, c'est quels sont les arbres qui sont affectés par les insectes. Et là, c'est quels sont les arbres qui sont affectés par la sécheresse. Quelle que soit leur position dans le... Et en fait, bon, il montre que du coup, au cours des années, avec le réchauffement climatique, les arbres sur cette espèce de chêne, les arbres étaient plus affectés par la sécheresse elle-même que par les insectes, puisque les insectes étaient indirectement tirés vers le bas par la défoliation. Donc quand on s'intéresse on peut s'intéresser aux interactions arbre-insecte-climat. Là, je vais prendre des exemples avec les scolites. Donc quand on se place dans le contexte du réchauffement climatique,
d'un accroissement de la fréquence des dépérissements forestiers, et puis d'un accroissement de la distribution et de l'abondance des populations d'insectes. Donc c'est peut-être un schéma que vous connaissez, enfin certainement. En fait, on peut considérer que les populations d'arbres sont dans une boucle de vitalité dans laquelle, quand les conditions sont bonnes, elles sont en bonne croissance, elles ont une bonne reproduction, et puis elles sont capables de synthétiser les mécanismes de défense qui leur permettent de se défendre, enfin de lutter contre les agressions habituelles. Quand intervient un stress environnemental, comme un stress hydrique, qui soit un facteur déclenchant d'une transition de cette boucle de vitalité vers une boucle de dépérissement, où là les conditions ne permettent plus, enfin conduisent à une baisse de croissance, à des dynamiques de dépérissement, ou une baisse des capacités de synthétiser des mécanismes de défense. Et dans ces conditions-là, il y a des facteurs biotiques, des facteurs biologiques qui peuvent intervenir, où là, les scolites, quand ils sont en situation d'épidémie, donc en très grande quantité, en pullulation, ils vont exploiter ce stade des arbres dans cette boucle de dépérissement et peuvent faire basculer cette boucle de dépérissement vers de la mortalité. En revanche, quand les scolites sont en situation d'endémie, donc à des faibles niveaux de population, il est possible qu'ils ne conduisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'impact suffisamment fort pour faire basculer cette boucle de dépérissement vers la mortalité et peuvent permettre, si le stress se relâche, un retour à une forme de résilience et un retour au stade initial de la boucle de vitalité, même en présence de scolites en faible quantité. Donc en fait, tout ça pour dire que la présence de scolites n'est pas de facto néfaste. Il y a des scolites dans plein de forêts. Tout dépend de leur niveau de population et de l'état sanitaire des arbres pour savoir si ça va s'orienter plutôt vers la mortalité ou vers la résilience. Je vais montrer ça avec des exemples. Les scolites, dans le monde entier, il y a à peu près 6000 dans celles qui sont connues. C'est ça? Ah, en France. Ça, je ne saurais pas dire. Je pense que j'allais dire 200 max. C'est entre 150 et 200, je dirais. Ouais. Ouais. Mais beaucoup sont insignifiantes, en fait. Il y en a très peu, en fait, sur la totalité qui posent des problèmes à large échelle. Donc, dans l'équipe, on a étudié ça, ces interactions dans les sapinières dépérissantes au Mont Ventoux, dans le Vaucluse, où, en fait, c'est des sapinières qui sont vraiment à la marge sud de la distribution du sapin pectiné. Donc, ils se prennent de plein fouet, en fait, le réchauffement. Et depuis 2003, en fait, il y a des dynamiques de mortalité assez importantes. Il y a près de 30% de la population de sapins qui est morte, en fait. Donc, en fait, ce qu'on a voulu regarder, c'est comparer in situ dans une population de sapins en dynamique de dépérissement. On a comparé des arbres sains et des arbres attaqués au cours d'une épidémie de scolites. On savait que les scolites étaient en épidémie. Et on a comparé ces arbres. On a regardé l'intensité des attaques de scolites, donc le nombre d'attaques par mètre carré, le nombre d'attaques sur les troncs par mètre carré. On a retracé l'histoire de la croissance passée des arbres, donc attaqués et non attaqués pour les comparer. Et puis on a estimé des caractéristiques dendrométriques entre les arbres attaqués et non attaqués. Un des résultats qu'on a trouvé, donc c'est ce graphe qui montre l'évolution de 1950 à 2010 du taux de croissance annuel des arbres. Donc c'est une moyenne. Donc la courbe pointillée, c'est tous les arbres qui étaient attaqués par des scolites. Donc la moyenne de croissance annuelle pour les arbres attaqués, qu'on a comparé avec la moyenne de la population, qui est en gris ici, et des arbres qui n'étaient pas attaqués. Alors ce que je vous demande de voir surtout, sans regarder le détail, c'est que la position de la courbe pointillée, elle est toujours en dessous de la position de la courbe des arbres qui sont non attaqués ou de la moyenne de la population. Et en fait, les arbres attaqués par les scolites, ils étaient tous plus défoliés et dépérissants que les arbres non attaqués. Ils montraient tous, on a observé que sur ces arbres attaqués, plus il y avait un nombre d'attaques important sur les arbres, plus leur croissance passée était faible. On a vu également que la croissance passée des arbres attaqués était inférieure à la moyenne de la population et inférieure à la moyenne des arbres non attaqués. Et puis, en s'intéressant à une période de sécheresse qui était bien identifiée entre 2003 et 2010, on a vu, en conjugaison avec les attaques de scolites et les périodes de sécheresse, une baisse plus importante du taux de croissance annuel chez les arbres qui étaient attaqués par rapport à ceux qui sont non attaqués. Question après, on a même l'impression que sur cette période-là, la population générale, elle augmente. Ouais. Le taux de croissance augmente. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ajustement, de régulation? Non, en fait, elle augmente. Elle est presque au même niveau que certains, en fait. Hein. Ouais. Je pense que ça fait partie aussi des fluctuations annuelles. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment, dans la période de sécheresse, on a vraiment une aggravation avec des niveaux qui descendent. Une aggravation, en fait, de l'influence des scolites sur le taux de croissance annuel des arbres.
comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la période 1980, l'accroissement de la population sans scolite est inférieur à l'accroissement de la population qui comprend les scolites et les non-scolités? On suit la courbe. Là, cette courbe-là, elle est inférieure à celle de la population totale qui comprend les scolités et les non-scolités. Comment est-ce que c'est possible? Là, c'est la moyenne. En fait, la globale, la population, ça inclut scolite et sans scolite. C'est pour ça. Ouais. On a comparé à l'ensemble et puis en dissociant les deux. Ouais. Je pense qu'on n'en a pas eu au Ventoux. Enfin, ça n'a pas concerné cette population, la tempête. Ouais. Donc là, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que finalement, bon, on peut regarder une dynamique à très courte échelle temporelle. On se dit effectivement, cette année, je vois qu'il y a plein de scolites. Effectivement, bon, la croissance des arbres, elle a vraiment décru de façon concomitante avec la période de sécheresse. Mais ce qui est intéressant, en regardant vraiment plus loin, finalement, au-delà de l'échelle à laquelle on a regardé les scolites, c'est que finalement, les arbres qui étaient attaqués avaient peut-être une base de sensibilité peut-être plus forte que les arbres qui étaient non attaqués au cours de leur histoire passée. Et c'était vraiment ceux qui avaient déjà une croissance plus faible que les autres qui ont été ciblés par les scolites, probablement pendant les périodes de sécheresse plus intenses. Donc c'est une hypothèse assez forte qu'on peut faire, on ne peut pas complètement le prouver avec ça, mais c'est déjà une indication qu'il y a vraiment toute l'histoire de l'arbre qui peut compter dans la réponse aux scolites. En même temps, la courbe en début de période, c'est ceux avec les scolites qui ont la plus grosse croissance. Les scolites attaquent les plus gras. Ouais. Mais après, je pense que c'est leur période vraiment très jeune. Donc là, c'est vraiment la période, peut-être que l'effet... je pense qu'il y a peut-être une période de transition, un endroit, à ce moment-là, où c'était la jeune croissance, je pense, des arbres qui conduit à ça. Bon, je vais avancer un petit peu. Un deuxième exemple, sur une étude qu'on a menée dans les forêts d'Équateur, donc bon, ça délocalise. Si je peux vous montrer que, en fait, ça se passe sous toute latitude et dans tous les types de climats. On a étudié avec une étudiante la dynamique d'attaque sur le balsa. Alors le balsa, c'est intéressant parce que le balsa, il est cultivé énormément en Équateur. C'est le premier producteur au monde. Et c'est des arbres qui sont récoltés à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils plantent des arbres. En 3 ans, les arbres font 20 mètres. Et donc, ils récoltent tous les 3 ans, tous les 4 ans. Du coup, ce qui nous permettait, quand il y a des attaques de scolites, et en plus, c'est marrant parce que le balsa, c'est l'arbre le moins dense. Donc quand ils coupent un arbre de 20 mètres, ils se mettent chacun un bout de l'arbre, ils le portent comme ça et ils le sortent. Donc en fait, c'est intéressant pour nous parce qu'avec une échelle courte comme ça de croissance des arbres, en suivant les scolites en parallèle, on avait bien l'idée de l'impact des scolites en fait, au cours d'une période d'intérêt pour la croissance de l'arbre. Donc pareil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé des plantations de balsa sous un milieu humide avec plus de, c'était je crois, la moyenne annuelle de précipitation, c'est 2400 mm. Et on a comparé des plantations qui étaient plutôt dans un environnement plus sec, avec à peine 1200-1300 mm annuels, mais avec des fortes périodes de sécheresse. En fait, il pleuvait beaucoup à certaines saisons, et après c'était très sec. Et en fait, on a voulu regarder effectivement là à l'échelle spatiale, plus dans le temps, comme avec le Ventoux, est-ce que dans des zones bien arrosées, on a moins de dégâts de scolites que dans des zones plus arrosées. Donc on a regardé la fréquence dans des plantations humides et sèches. Est-ce que tous les arbres est-ce que la proportion d'arbres qui étaient attaqués, sur chaque arbre, combien il y avait d'attaques de scolites à l'échelle individuelle, et puis quel était l'état sanitaire des arbres attaqués. Et donc ce qu'on a trouvé, je vous montre un résultat. Donc là vous avez ici des balsas qui sont défoliés suite aux attaques de scolites, et puis là vous avez l'impact des scolites sur le tronc. En fait, chaque point noir, c'est un trou d'entrée de scolites qui a introduit en plus un champignon qui fait teinter le bois. Et en fait, ce qu'on a vu globalement, ce que je vous demande de regarder, c'est cette comparaison donc, entre... On voit que chez les jeunes arbres, ils sont moins exposés parce qu'ils offrent moins de niches écologiques aux scolites, donc ils sont moins attaqués. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est globalement, c'est les taux d'attaque individuels des arbres, en fait, ils explosent dans les plantations qui sont plus sèches. Donc finalement, les insectes arrivent à attaquer plus efficacement et en plus grand nombre les balsas qui sont plus exposés à des stress hydriques que dans les plantations plus humides. Et puis je vous montre aussi un exemple sur les scolites où on a regardé ça dans une population sur Pin d'Alep, donc de l'Illésine du Pin, qui était là en situation d'endémie. Donc on savait qu'il y avait des populations à bas niveau en fait, de scolites. On n'était pas dans une pullulation, donc on n'était pas dans un cas de dégâts importants sur les arbres. Mais on a voulu savoir ce qui se passait quand même dans ces périodes où finalement les scolites sont presque très difficiles à capturer ou à
à détecter. Et donc, quel était leur impact sur les arbres dans ces conditions-là? Et donc, en fait, on a recensé tous les arbres d'une parcelle, on les a géoréférencés, puis on a regardé lesquels étaient plus ou moins attaqués, lesquels étaient attaqués par rapport à ceux qui n'étaient pas attaqués, et puis l'intensité des attaques. Et en fait, on a vu que finalement, effectivement, il y avait peu d'arbres qui étaient globalement, il y a à peu près 200 arbres là, il y en a une vingtaine qui étaient attaqués, et en fait, donc, vous avez des attaques plutôt agrégées spatialement, avec un faible nombre d'arbres attaqués. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va comparer les arbres, tous les arbres, on va les comparer un à un, et tous les arbres qui sont non attaqués versus ceux qui étaient attaqués, on a regardé sur les arbres des facteurs de prédisposition aux attaques, c'est-à-dire se dire quels sont les facteurs qui pourraient expliquer qu'un arbre est attaqué et un autre n'est pas attaqué. Donc on a regardé l'état sanitaire, on a estimé le potentiel hydrique, qui est une mesure de l'état de stress hydrique de l'arbre. On a regardé des indices de compétition, de diamètre et de croissance radiale. Et puis on a regardé aussi on a fait des mesures aussi pour estimer le coût des attaques sur les arbres qui étaient attaqués. Donc là, on a regardé l'état sanitaire des arbres attaqués après l'attaque des scolites. On a estimé un paramètre de vulnérabilité à la cavitation, donc c'est la vulnérabilité de l'arbre au stress hydrique, avec l'idée est-ce que le scolite, en fait, il accroît la vulnérabilité de l'arbre au stress hydrique. Et puis on a regardé aussi la croissance hebdomadaire et l'évolution de concentration de glucides non structurels dans le phloème et dans le xylème. Et ce qui était intéressant, c'est que dans une situation d'endémie, finalement, on n'a pas réussi à dissocier entre les arbres qui étaient attaqués et non attaqués des facteurs qui pouvaient expliquer pourquoi tels arbres étaient attaqués et d'autres non. C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans le même état sanitaire au moment de l'attaque, ils avaient tous le même niveau de stress hydrique, même niveau de compétition, même croissance radiale. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que les attaques qu'il y a eu résultent uniquement du comportement de l'insecte qui est à la recherche d'un hôte intéressant, plutôt qu'un statut de l'arbre qui serait plutôt attractif et qui conditionnerait les attaques de scolites. Donc en situation d'endémie, finalement, des arbres qui ne sont visiblement pas sans gros différentiel de stress hydrique, finalement, c'est plutôt les insectes qui vont aller un petit peu au hasard à la recherche d'arbres potentiels. Et le statut de l'arbre ne va pas influencer les attaques. En revanche, on a observé des différences significatives entre arbres attaqués et non attaqués au niveau de l'état sanitaire, c'est-à-dire que ceux qui étaient attaqués avaient plus forte défoliation. On n'a pas observé de vulnérabilité à la cavitation, donc visiblement, même sur les arbres attaqués, dans cette situation-là, les scolites n'ont pas accru la sensibilité au stress hydrique des arbres. On a observé une décroissance hebdomadaire quand même chez les arbres attaqués, et on a observé des variations de distribution des glucides entre le xylème et le phloème, et ça c'est probablement une réponse de l'arbre, c'est-à-dire qu'il a remobilisé des sucres pour synthétiser de la résine pour lutter contre les insectes, ou alors peut-être pour lutter contre la sécheresse. Est-ce que le facteur vent a été... Non, là, c'est pas un coin où le vent pouvait vraiment influencer. Donc en fait, là, ce que je veux souligner, c'est que dans une situation d'endémie, finalement, les scolites peuvent avoir un impact très faible sur les arbres. Et c'est pas parce qu'il va y avoir des attaques d'insectes qu'on va avoir des conséquences très fortes sur les arbres. Donc ça souligne la capacité aussi de résistance des arbres. Et ça interroge la notion de vulnérabilité des arbres aux scolites en situation de faible population de scolites. Je vais aborder maintenant la deuxième partie exposée sur les invasions d'insectes forestiers phytophages. Donc je vais vous dresser un petit peu l'état actuel des connaissances sur les dynamiques d'invasion dans les écosystèmes forestiers. Alors, en fait, c'est dans un contexte où là, finalement, on observe qu'à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et toute espèce confondue, tout organisme, plantes, insectes, poissons, etc., on n'observe aucune saturation des écosystèmes dans l'accumulation d'espèces exotiques. C'est-à-dire que depuis qu'on enregistre les arrivées d'espèces, on observe un accroissement constant du nombre de nouvelles espèces qui sont détectées. Il n'y a pas un moment donné où on se dit, en fait, les écosystèmes sont pleins, ils ne sont plus capables d'accepter de nouvelles espèces. Alors là, juste une précision, il y a des points qui redescendent, mais dans l'article, les auteurs disent qu'ils n'ont pas assez de données en fait, pour donner du poids. Comme c'est des années récentes, il n'y a pas assez de données disponibles pour vraiment estimer une tendance. Donc on observe bien une croissance vraiment permanente du nombre de nouvelles espèces détectées dans les écosystèmes, quels que soient les groupes. Et quand on regarde uniquement les insectes, on a exactement la même tendance. Donc là, c'est tous les types d'insectes. Et puis, quand on regarde les insectes forestiers, on se rend compte que c'est exactement la même tendance, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Nouvelle-Zélande. Donc les écosystèmes forestiers continuent d'accueillir en permanence des nouvelles espèces. Donc finalement, le maître mot, c'est la mondialisation, en fait, qui accélère l'établissement d'espèces non indigènes sur d'autres continents, parce que on permet aux espèces de parcourir des distances qu'elles seraient incapables de parcourir seules. Et puis,
il y a une foule d'organismes non indigènes, donc exotiques, qui sont rapidement et continuellement déplacés dans le monde. Et on se rend compte qu'il peut y avoir des déplacements d'un pays à l'autre. Après, à partir d'un pays, ça peut aller dans un autre pays. Ce graphique est assez intéressant, ce qui montre que finalement, quand on regarde le nombre de nouvelles, enfin le nombre moyen de nouvelles espèces détectées par an, mais par période, là, en fait, ça c'est toutes les espèces exotiques d'insectes forestiers phytophages. On se rend compte quand on regarde ces courbes-là, celle-là représente les insectes qui sont associés aux plantes ligneuses, et celle-là plutôt aux herbes et puis aux plantes utilisées pour l'agriculture. On se rend compte que finalement, pour les cultures, on a une décroissance du nombre d'introductions d'espèces exotiques, alors que pour les espèces associées aux plantes ligneuses, c'est toujours en croissance. Donc on a vraiment des dynamiques différentes selon... On a une explication Oui, je vais en parler. En fait, les cultures, en fait, sont... Pour les cultures, les contrôles sont beaucoup plus importants et il y a moins de nouveautés en fait, dans l'échange de plantes qui sont cultivées maintenant à l'échelle mondiale, alors qu'en fait, je vais montrer, pour les plantes ligneuses, il y a notamment... l'impact des plantes ornementales qui sont de plus en plus importées. Donc là, ce graphique montre juste l'évolution du nombre moyen d'espèces établies par an et par période, donc entre 1800 et 1850, puis là pour la dernière vingtaine d'années. Et en fait, on observe que donc actuellement, on compte à peu près 450 espèces exotiques d'insectes phytophages sur les plantes ligneuses en Europe, en date de 2019. Ce nombre de nouvelles espèces détectées par an, en fait, il a doublé depuis 50 ans. On est passé d'à peu près 3 à 6 espèces nouvelles par an. Et en fait, il y a probablement une très forte contribution d'un accroissement exponentiel de l'importation de plantes ornementales de pays, notamment on verra d'Asie ou d'autres pays. Et le lien qu'on pourrait faire éventuellement avec le réchauffement climatique, c'est que maintenant, avec le climat qui change dans plein de régions du monde, on cherche à recruter des plantes qui pourraient correspondre à ces climats. Donc on va chercher dans d'autres pays des plantes qui vivent sous climat équivalent. Donc on importe des nouvelles plantes et on importe avec elles des nouvelles espèces d'insectes. Est-ce qu'on a une capacité de prédire les problèmes que vont poser ces espèces-là rapidement ? C'est difficile. C'est difficile. En fait, actuellement, il y a des méthodes de détection précoce qui sont utilisées, enfin qui sont en train d'essayer de tester. C'est l'histoire des plantes sentinelles. C'est-à-dire qu'on va planter, par exemple, en Chine, des espèces d'arbres françaises. Et on va regarder quels insectes chinois vont aller sur les plantes, françaises. Et là, ça permettrait d'identifier quel ravageur en Chine, enfin quel insecte en Chine pourrait attaquer les plantes qu'on a chez nous en France, s'ils s'étaient introduites. Et Thomas, il n'y a pas des méthodes basées sur les traits aussi, des insectes qui seraient caractéristiques ? Ouais, mais alors, l'idée des traits, c'est de dire, quand on regarde chez les espèces leurs caractéristiques biologiques, est-ce qu'il y en a certaines où on sait qu'à partir du moment où on détecte cette caractéristique, ça va être un envahisseur qui va marcher. Et ça, en fait... ça a été un gros travail dans la biologie de l'invasion, mais c'est difficile d'avoir un consensus parce qu'on y arrive pour quelques groupes, mais globalement, chaque espèce a un peu sa spécificité. C'est très dur de résumer certains traits au succès de l'invasion, parce que le succès de l'invasion réside aussi dans la composition de l'écosystème receveur, et pas uniquement aux traits, aux caractéristiques biologiques de l'espèce. Donc en termes pour les voies d'introduction, finalement, dernièrement, là, donc depuis une vingtaine d'années, il y a eu un changement des sources principales d'espèces introduites. C'est-à-dire que jusqu'à, je dirais, dans la période 1950-2000, c'était essentiellement l'Amérique du Nord qui était contributrice en nouvelles espèces. Et en fait, depuis 2000, il y a eu un essor des nouvelles voies d'échange international de l'Asie vers d'autres régions du monde. Et là, en fait, finalement, c'est l'Asie qui est devenue la source majoritaire d'invasion depuis les années 2000. Vers l'Europe, oui, là c'est vers l'Europe, ouais. Alors très rapidement, les insectes forestiers, comment ils arrivent jusqu'à nous les insectes forestiers exotiques. Alors, il y a différentes voies. D'abord, ils peuvent voyager avec le bois, qui transite. Des fois, il y a du bois canadien qui traverse le Pacifique, qui va en Asie. Donc là, évidemment, les insectes ne sont pas capables de le faire tout seuls. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'autostop, où là, il y a des espèces comme la punaise américaine, Leptoglossus occidentalis, qui en fait a un comportement grégaire et elle va avoir des phases au cours de son cycle où elle va chercher des abris et puis elle peut rentrer dans des containers, dans des camions, dans des voitures ou dans des trains
Et puis, elle voyage avec les activités humaines, notamment quand il y a des transports de marchandises, qui ne sont pas en lien forcément avec la forêt, mais elle profite justement de ce type de véhicule. Les moustiques, en fait, sont très forts aussi pour circuler comme ça. Les moustiques tigres, en fait, colonisent aussi la France, parce que quand on part en vacances l'été, on ferme la porte de la voiture avant de partir, il y a 3 moustiques qui rentrent, et on l'amène après en région parisienne, et il part. Ça marche très bien. Ah oui, pardon. Et puis aussi, il y a les plantes ornementales dont je vous ai parlé, avec ici l'exemple du buis et puis la pyrale du buis, qui est vraiment explosive. Et puis, un mode de transport qui est peu connu, en fait, c'est par les graines. Il faut savoir qu'il n'y a aucun contrôle sanitaire en Europe sur la qualité des graines. C'est-à-dire que quand il y a des insectes qui font leur cycle biologique quasiment en totalité à l'intérieur de la graine, là, ici, vous avez en fait 2 graines qui ont été radiographiées par des rayons X, comme on fait pour les os. Donc là, on voit la larve au milieu de la graine. Et en fait, ça vient d'un lot de graines. À l'œil nu, c'est impossible en fait, de savoir. Donc s'il n'y a pas de contrôle, sur Internet, on commande des graines et puis on les reçoit. Et dedans, il y a potentiellement des insectes. Et il y a un autre aspect important là, dont on se rend compte, en fait, c'est que finalement, les arbres urbains, c'est les principaux facilitateurs d'établissement des espèces exotiques. C'est-à-dire que près de 90% des premières détections d'espèces exotiques se font dans les milieux urbains ou suburbains. Et finalement, on détecte très peu de nouvelles espèces dans les forêts qui sont éloignées des villes. Et donc là, ce graphe, il montre juste en fait, la probabilité de détection d'une espèce face à la distance à la ville la plus proche. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a beaucoup plus de chances de détecter une nouvelle espèce tant qu'on est proche d'une ville. En fait, plus on s'éloigne des villes, plus la proba de détecter une nouvelle espèce diminue. Donc il y a vraiment un effet très fort. Le biais du fait que les arbres de ville sont plus observés que les arbres de forêt. Pas forcément. Déjà, il y en a moins, donc ils sont plus faciles à regarder, effectivement. Mais il y a aussi que dans les villes, on introduit énormément de plantes ornementales pour les parcs, les jardins, etc. En général, elles proviennent de pépinières, donc le phénomène aurait dû se constater déjà dans les pépinières. Ouais, mais c'est pas forcément regardé. C'est le problème de la pyrale du buis, en fait. Ouais. Donc là, en fait, il y a un effet très fort de l'urbain sur l'introduction. Et puis, un des derniers exemples, en fait, les espèces exotiques peuvent aussi bénéficier des activités humaines. Alors, j'ai pris cet exemple de la cochenille du pin maritime, Matsucoccus fetodi, dont on voit aussi les dégâts en Corse, où elle a induit la mortalité, en fait, du pin laricio et pin maritime. Donc, la cochenille, c'est ça, c'est une femelle à l'état larvaire, là. Ce qui est intéressant dans cette espèce, c'est qu'en fait, là, vous avez ici l'aire native, donc les taches vertes, en fait, c'est la distribution du pin maritime. Donc là, c'est l'aire native de la cochenille. Et en fait, dans cette aire native, elle cause quasiment aucun dégât, en fait. Il n'y a aucun dégât notable de cette espèce-là. On sait qu'elle est présente, mais on n'observe pas de mortalité. À l'après-guerre, en fait, il y a du pin maritime qui a été planté en masse pour reproduire beaucoup de bois dans le sud-est de la France, en Italie. Mais en fait, ils n'ont pas utilisé la même variété que l'aire native. Ils ont pris une variété qui était finalement... on ne savait pas, mais en fait, il s'avérait que cette variété-là était sensible aux cochenilles. Alors que dans l'aire native, parce que c'est l'aire native, la plante et l'insecte ont toujours coévolué ensemble. Donc l'arbre a mis au point des mécanismes de défense. Et l'insecte se développe peu dessus. Mais en fait, en plantant massivement du pin qui était sensible, sans le savoir, quand on a voulu quand même importer du bois pour la construction à l'après-guerre, des zones où il y avait beaucoup de pin maritime, on a importé des cochenilles sur ces grumes. Il y a des milliers de mètres cubes de grumes qui ont été apportés en Méditerranée. Et en fait, les cochenilles qui sont arrivées sur les troncs, elles se sont retrouvées dans un endroit où finalement il y avait leur hôte, le pin maritime, mais par chance pour elles, il était sensible aux attaques. Et là, elles ont pu se développer, pulluler et causer des mortalités massives. Et après, en fait, grâce à l'homme, elles ont transité de l'aire native à l'aire méditerranéenne sur un hôte sensible. Et puis après, elles ont colonisé de proche en proche, de façon naturelle, jusqu'en Toscane. Et elles ont colonisé la Corse aussi avec le vent de Mistral qui portait les larves qui sont très légères jusqu'à la Corse. Donc là, on a effectivement, d'une part, un transport de l'homme dans une zone, mais il y a l'utilisation d'une variété qui finalement, si on avait utilisé du pin maritime, une lignée qui était originaire de l'aire native, et la cochenille n'aurait pas pu s'implanter de la même façon en Méditerranée, enfin en sud-est de l'Europe. Rapidement, quelques exemples d'invasions fulgurantes d'insectes forestiers, parce que beaucoup échouent, hein, évidemment, mais certaines ont bien marché. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, la punaise du pin, Leptoglossus occidentalis, qui est originaire des États-Unis. Et donc là, ici, sur ce graphe, elle a été détectée la première fois en Europe en 1999, et on voit que là,
Une dizaine d'années plus tard, on la retrouve jusqu'en Suède, et puis jusqu'en Grèce, et puis elle a colonisé toute l'Europe en l'espace d'une dizaine d'années, en fait. Donc ça, c'est la combinaison à la fois de dispersion à l'échelle locale, de colonisation à l'échelle locale autour des points d'introduction, et puis c'est cette faculté d'autostop de déplacer grâce aux activités humaines. Et quand on a regardé l'origine, on a essayé de retracer les sources d'introduction de cette punaise en France et en Europe, mais en fait on s'est rendu compte que c'était un scénario assez complexe d'introduction qui fait intervenir un effet tête de pont, c'est-à-dire qu'ici on a l'aire native de la punaise, il y a eu du déplacement de punaises vers l'est des États-Unis, et en fait les États-Unis, après, avec le commerce international, en fait ils ont introduit pour la première fois, il y a eu des transports de bêtes un peu partout en Europe, qui une fois installés en Europe, ont utilisé, donc là c'est des introductions multiples à différents endroits, à partir d'une même zone source, et puis après on a eu de la dispersion à longue distance, par les transports humains, transport de marchandises et par autostop, et puis après localement, on a une colonisation par des mécanismes de dispersion à courte distance, des mécanismes de vol, enfin de dispersion naturelle. Donc en fait, quand on observe une invasion fulgurante, on peut aussi retracer l'histoire et on se rend compte que finalement, c'est des histoires souvent assez complexes. Un deuxième exemple, c'est la Purale du Buis, juste pour vous montrer le côté fulgurant de l'invasion, puisque la première détection en Europe, c'est en Allemagne en 2007, et 10 ans après, en fait, on la retrouve partout finalement, quasiment. Et ça, c'est vraiment lié, d'une part, aux introductions multiples de plants infestés, de plants asiatiques, de plants de Chine infestés, et après, à l'échelle nationale et européenne, des échanges de plants par des pépinières qui redistribuent après ce qui vient de Chine. Et puis aussi une forte dispersion naturelle des papillons qui volent très bien, et qu'une fois qu'ils ont colonisé un endroit, en fait, ils sont capables de disperser un peu partout. Voilà. Pour conclure, il y a quelques points clés. Donc en fait, les contraintes climatiques et hydriques de l'environnement en fait, et sur les arbres peuvent favoriser les scolites avec des attaques préférentielles sur des arbres à croissance spatiale plus faible. Il y a une réponse des populations de scolites à des réponses très rapides à des événements catastrophes. Donc là, je souligne juste pas que la sécheresse, mais également les tempêtes et les feux. Les scolites ont une réponse démographique très forte puisque les tempêtes et les feux, en fait, réduisent de façon quasiment, très rapidement les capacités de défense des arbres. Et il y a énormément de ressources pour les scolites d'un coup, en fait. Ça va même plus vite que la sécheresse. On a vu que le stress hydrique et des faibles niveaux de population de scolites en fait éclairent la notion de vulnérabilité, c'est-à-dire que des arbres attaqués sont forcément tous vulnérables ou pas. Et puis dans les invasions d'insectes, elles s'accélèrent avec la mondialisation. C'est majoritairement des invasions dans les zones urbaines, donc elles sont préférentiellement à surveiller. Les dommages en forêt sont encore limités, mais il y a quand même des exceptions notables. Et donc là, le fait que ce soit moins fort en forêt, est-ce que c'est lié à un délai d'adaptation des espèces et une fois qu'elles se seront adaptées à l'environnement, est-ce qu'elles vont causer plus de dégâts? Ça, c'est la question. Dernier schéma, pour vous montrer donc les intérêts scientifiques et les contraintes qu'on a, nous, scientifiques, à la prédiction de ces réponses entre les insectes et les climats, enfin les interactions arbres-insectes et le climat, c'est que vous voyez qu'il y a des effets multiples, directs et indirects, avec des effets négatifs et positifs. Donc c'est souvent du cas par cas. Et si on veut comprendre les choses, ça demande vraiment une approche pluridisciplinaire et multidirectionnelle. Voilà. J'ai rajouté cette diapo récemment suite aux discussions qu'on avait eues sur le terrain. Puis c'était pas vraiment le but de mon propos là. Je vous présente juste une synthèse de ce qui est préconisé actuellement en Europe pour la lutte contre le typographe. Alors peut-être que pour l'ONF c'est pas nouveau, mais juste pour vous montrer qu'en fait combien c'est complexe en fait. Souvent on pose des questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler? En fait, théoriquement, quand on regarde le cycle de l'insecte, où en fait finalement les vols des insectes se situent entre avril, ça change en fonction des régions, mais globalement c'est plutôt entre avril et septembre. Donc c'est là que les insectes vont attaquer les arbres. En fait, il faudrait mettre en place un cortège de stratégies en amont et en aval, en fait, en plaçant des modes de protection sanitaire, c'est-à-dire que le sanitaire, c'est-à-dire éliminer des arbres qui seraient déjà affaiblis peut-être par d'autres perturbations, donc avant les vols. Donc si on voit que la sécheresse a déjà séché des arbres ou les a endommagés, on peut préconiser de les enlever pour empêcher qu'ils deviennent un substrat pour les scolites qui seraient présents. Donc ça, ce serait une veille un petit peu, je dirais, sur toute l'année, de regarder, de surveiller ça. On peut, pendant la période de vol, utiliser des outils de piégeage, avec les phéromones, avec des molécules odorantes qui permettent de piéger les insectes pendant qu'ils volent, pour empêcher qu'ils attaquent les arbres. Et puis,
on peut préconiser aussi l'utilisation d'arbres pièges, c'est-à-dire que c'est des arbres qui sont sacrifiés dans la parcelle, qu'on tombe. Le fait qu'on les tombe, ils deviennent attractifs pour les insectes, majoritairement par rapport à ceux qui sont encore sur pied. Donc les insectes vont sur l'arbre, donc on piège les insectes dans ces arbres-là, et puis peu de temps après, on attend qu'ils s'installent et qu'ils se développent, et puis peu de temps après, on fait un écorçage, et là, en fait, on flingue les scolytes qui sont dans l'arbre piège. Donc on peut préconiser de faire ça, de mettre des arbres avant le premier vol, et puis après, de le refaire au cours du vol. Alors ça, c'est un idéal, vous imaginez bien concrètement, ça demande un gros boulot, il faut faire ça sur chaque parcelle, etc. Je ne prends pas parti, c'est les réponses qu'il faudra adopter pour impacter la démographie. Mais vous voyez bien combien c'est très compliqué en fait, de mettre ça en place. Est-ce que les images infrarouges nous renseigneraient sur la physiologie des arbres suffisamment? Alors ça, je ne connais pas la réponse des arbres. Sur les feuilles, il y a des photos infrarouges qui permettent sur les feuilles urbains d'avoir une idée du stress sans pouvoir le qualifier. Effectivement, ça pourrait être en tout cas tenté. Ok. Avec l'antimètre, parce qu'il y a des détections, on commence à arriver à faire cette interprétation-là. Non, c'est-à-dire on essaie de quantifier le moment où il y a un stress. Il fait que deux arbres qui ne sont pas forcément attaqués, il y en a un qui est moins bien que l'autre, et ce serait celui-là qu'on abattrait peut-être. Dès que tu as des premiers dégâts, c'est que ça. Bon, je vous remercie pour votre attention. Je propose qu'on continue la